Allez, c'est parti, on retourne dans les méandres des studios Ferber et on rend visite à Samy Bouvet. Alors, je parle de Ferber parce qu'on a déjà rendu visite à Simon Lancelot qui loue une cabine là-bas. Simon Lancelot, un G-Mastering qui a collaboré avec Samy Bouvet à plusieurs reprises. Il a par exemple masterisé l'album de Sixoon que Samy Bouvet a rec et mix, et ils ont travaillé sur d'autres projets. Ils travaillent régulièrement au studio de Meudon, studio très très réputé. Ils ont de très beaux pianos, ils sont super pour les musiques acoustiques. Et Samy Bouvet est responsable évidemment de ce son puisqu'il y travaille très très souvent. Donc je suis très content d'être allé voir Samy qui va nous parler un petit peu matériel mais pas que, philosophie du matériel aussi, monitoring, acoustique. Parmi le matériel de ce studio tour, vous verrez le contrôleur de monitoring Dutch Audio et c'est un très bon moyen de transitionner vers le sponsor de la vidéo qui n'est autre que moi-même. Plus précisément, c'est ma boutique en ligne Cool Kids Audio que j'ai récemment ouvert, qui est le sponsor de la vidéo. C'est la boutique en ligne idéale selon moi. Il y a tout le matériel que j'adore. Vous retrouvez évidemment les Dutch & Dutch, mais pas que. Vous retrouverez aussi évidemment les machines Dutch Audio, qui sont donc des contrôleurs de monitoring et des machines d'insert de très très haute qualité avec des relais mécaniques dedans. C'est vraiment le top du top en termes de fidélité sonore. Et en plus, récemment, Dutch Audio est passé en contrôle numérique, c'est-à-dire que les boutons sont numériques et contrôlables numériquement par plugin. Donc vous pouvez recall vos inserts et vos chaînes d'inserts numériquement avec le VST, c'est super. Et tout ça avec un signal PAF, un chemin de signal 100% analogique. Voilà, je vous invite à aller checker la boutique Cool Kids Audio. Vous retrouverez plein d'autres choses comme les casques Odez, les amplis casques Like People, les enceintes Dutch & Dutch, les pieds de monitoring Sound Anchors, les machines à tube Gain Lab, bref. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le studio et la hi-fi, c'est une gamme assez restreinte mais c'est que les produits que je vous recommande. Et enfin, je vous invite à me suivre sur Insta et TikTok parce que j'ai du contenu exclusif sur ces deux plateformes. Il y a plein de vidéos que vous allez trouver sur ces deux plateformes qui ne sont pas sur YouTube. Donc je vous invite à aller vous abonner à ces deux plateformes. Et enfin, abonnez-vous à YouTube en activant la petite cloche parce que vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Donc merci de faire ça pour soutenir la chaîne. Sans plus attendre, je vous laisse donc avec ce studio tour de Samy Bouvet. Salut Samy. Salut. Ça va? Très bien. Et toi? Très bien, très bien. Je découvre ta cabine à l'instant. Ouais. On est du coup dans les caves de Ferber. On est au sous-sol de Ferber, ouais. Dans l'ancien studio C qui a été divisé en plusieurs cabines. Donc on n'est pas très loin de Simon Lancelot. Simon est au bout du couloir, Simon Lancelot, ouais, tout à fait. Ouais. Et c'était quoi ça avant ici? Alors moi j'y étais pas, hein. Avant je n'ai jamais connu, mais en gros tout ça c'était un grand studio, le studio C. Il y a une cabine ici et l'autre qui ressemble quasiment à la mienne qui est de l'autre côté. Donc ça faisait un grand espace. Je crois que celle de Simon, si je dis pas de bêtises, était l'ancienne chambre d'écho. Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais... Je crois que c'était ça, il m'avait dit ça. C'est ça, hein, je crois, ouais. Voilà, et du coup, moi je suis arrivé ici il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Je me suis installé petit à petit. C'était plus roots au début. Okay. Maintenant, je suis bien, c'est cool. Et voilà. Très bien, et tu partages ta cabine un peu? Ouais, tout à fait. En fait, je travaille aussi à Meudon, au studio de Meudon. Donc il y a pas mal de temps où la cabine est inutilisée. Donc j'ai deux collègues, deux amis qui viennent travailler de temps en temps. Oscar Ferrand qui vient de temps en temps quand je suis pas là. Guillaume G aussi qui a laissé un petit peu de matériel à lui, qui vient moins maintenant parce qu'il a un autre studio ailleurs. En gros, voilà, on est surtout Oscar et moi maintenant qui bossons ici. Et du coup, toi, tu bosses souvent dans d'autres studios? Ouais, tout à fait. Alors, je bosse régulièrement au studio de Meudon, où je suis ingénieur maison avec Julien Basser, qui est un de mes collègues. Voilà, je fais beaucoup de prises là-bas. L'essentiel du mix que je fais sur les projets qui sont extérieurs à Meudon, je les fais ici. Je suis à peu près 30% de mon temps à Meudon, puis le reste ici. Ça m'arrive d'aller bosser ailleurs. Récemment, là, j'ai fait une séance là-haut, j'y retourne bientôt. Je peux aller enregistrer à Midi Live aussi. Voilà, dans d'autres studios dans le coin, des fois un peu en province aussi, ça dépend des projets. Ok. Et ben, est-ce que tu nous expliques un peu ta cabine, comment tu l'as conçue justement pour ton activité? Ouais, alors j'ai un setup classique, plutôt hybride.
Au début, j'étais full dans la boîte. Premier truc que j'ai acheté, entre autres, après convertisseur et tout, c'est un sommateur, qui est là, sommateur passif. C'est un Folcrom. J'ai acheté ça déjà parce que je me sers beaucoup de l'API, l'interface merging, pour tout ce qui est conversion. Et comme j'ai une carte qui a des préamplis, ça me permettait, étant donné que c'est un sommateur passif, de sortir le signal du Folcrom pour le rentrer dans le merging et puis profiter de ça sans avoir acheté un sommateur qui coûtait 2000 €, qui a un ampli intégré. Et l'intérêt de ce sommateur aussi, c'est qu'à l'avenir, si j'avais envie d'acheter d'autres préamplis, ça permettait d'avoir plusieurs options en fonction des mix que je faisais. Voilà, donc setup hybride, il y a un deuxième sommateur qui est là. Des fois, ça m'arrive un peu moins maintenant, mais à l'époque, j'aimais bien comparer les deux, voir. Le Dangerous, hein, tu Le Dangerous, ouais, exactement. Ça m'arrive des fois d'utiliser les deux, d'envoyer, je dis n'importe quoi, la batterie, par exemple, dans le Dangerous, sortir la batterie, la traiter avec un compresseur ou je sais pas quoi, la rentrer dans le Folcrom après pour la mélanger avec le reste. Enfin, ça permet de faire des choses un peu cool parfois si on a envie de séparer des sources et de le faire en analogique. Et puis donc après, on a une série de périphériques. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Il y a des compresseurs, il y a des égaliseurs, il y a des machines un peu plus ésotériques que j'ai acquis un peu au fil du temps. Alors tout n'est pas à moi. Je vais rendre à César ce qui est à César. En gros, il y a des choses que j'ai achetées moi, il y a des choses qui sont donc à mes deux autres amis, Oscar et Guillaume, qui ont mis un peu de leur matériel ici aussi. Je suis pas un gros acheteur de machines. J'aime bien plutôt acheter des machines rigolotes, enfin des trucs qui existent juste pas du tout en plug ou qui sont un peu introuvables. Je pense à une dernière machine que j'ai achetée, là, celle-ci. Ça s'appelle un Orthofon. En fait, c'est une marque danoise qui fait encore aujourd'hui des cellules. Oui, exactement, des cellules pour platine. Et à l'époque, ils avaient cette machine qui servait à mettre juste avant la graveuse vinyle. En fait, c'est un DSR. C'est écrit limiteur haute fréquence. Ouais, treble limiteur, exactement. Voilà, un DSR, un treble limiteur, on va dire. Mais qui vient pas couper du niveau comme le ferait un DSR. C'est pas quelque chose qui va venir creuser une zone en abaissant le niveau des aigus, par exemple. C'est un filtre qui va... en fait, le filtre, par défaut, il est à 20 kg. C'est un passe-bas. Et en fait, voilà, c'est la fréquence de coupure qui va se décaler en fonction du signal qui rentre dedans. Alors, c'est un peu bizarre. Je l'utilise pas forcément pour ça. Et tu l'utilises pourquoi alors? J'utilise parce que quand je l'ai vue, cette machine, un soir, que j'étais perdu sur le bon coin, j'ai vu ce truc-là, elle était pas chère parce qu'elle n'avait pas été utilisée depuis au moins 30 ans. Et en gros, le gars voulait se débarrasser un petit peu de choses qu'il avait. C'est une machine à lampe. En fait, le circuit à l'intérieur est complètement passif pour l'audio. Les lampes, etc. servent à alimenter le deuxième circuit où il y a une grosse inductance qui va venir... c'est ça qui va venir filtrer en fait le signal. Et ça me faisait marrer comme principe. J'ai un peu fouillé sur Internet. J'ai réussi à trouver toute la doc, ce qui était assez incroyable. Et je l'ai emmené chez mon ami Quentin Auger là-haut, qui m'a détesté pendant 4 mois pour aligner la machine parce que c'était un cauchemar. Mais maintenant, elle marche super bien et je l'utilise surtout parce j'aime son son en fait. Tu passes juste dedans. Je passe juste dedans. L'aiguille va peut-être des fois faire un petit ploup. Si on l'utilise tel qu'il a été conçu, c'est-à-dire pour vraiment abaisser et faire une coupure dans l'aiguille, c'est horrible. Enfin, ça fait un... On entend vraiment le truc, c'est pas possible. Par contre, c'est un bon indicateur une fois qu'on a trouvé un peu le niveau d'aigu que j'aime bien avoir dans mes mix. Mon mix est assez ouvert, j'ai pas besoin d'y aller plus fort. Mais en tout cas, j'aime le son que fait cette machine, ouais, carrément. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce que j'ai vu à AK Studio que je ne connaissais pas? À Lausanne, j'ai vu ce Sansui là. Ah oui, la Reverb. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la plus jolie pièce du studio. La moins chère aussi. Très belle. Ça coûte rien aujourd'hui, ça. En fait, ça, c'est une machine qu'il y avait à la base dans les systèmes IFI, entre la source et l'ampli. Et ça permettait de rajouter un peu de reverb sur le disque que les gens, ou le vinyle que les gens écoutaient. Donc il y avait ce bouton là qui permettait de doser. Et c'est quoi comme reverb dedans? Et c'est une reverb à ressort, ouais, c'est une Spring. Et en gros, quand on la prend comme ça, à la base,
en fait, quand je l'ai acheté, il y a une petite, c'est très facile à trouver sur internet, mais il y a une petite modif à faire, il y a des composants à enlever. C'est vraiment 3 fois rien, mais il faut le faire si on veut s'en servir comme ça pour la rendre vraiment full wet en fait. Parce que quand on l'achète de base, forcément les gens n'écoutaient pas juste de la réverbération dans leur enceinte. Donc ils pouvaient doser un petit peu le niveau qu'ils voulaient, mais quand c'était à fond, je ne sais pas quel était le pourcentage, mais en ggros, évidemment, il restait toujours du signal original. Et tu t'en sers ? Je m'en sers, bien sûr, ouais. Je m'en sers souvent. C'est vraiment vraiment un son de Spring vraiment typique, quoi. C'est Spring bien chaude. C'est pas comme un ampli guitare. Enfin, c'est pas un truc qui va zinguer. C'est à l'éclasse, en fait. C'est une reverb. Des fois, je peux la mettre même sur des voix. Ça m'arrive. Elle a vraiment un truc cool au niveau du son carrément. Qu'est-ce que tu as d'autre comme chose un peu unique ? Comme chose un peu unique, je sais pas. J'ai acheté ça il y a 1 an et demi là. Alors c'est pas le compresseur qu'on va retrouver dans tous les studios de la planète. Il est un peu mal vu. Les gens le trouvent pas hyper excitant parce que c'est vrai que c'est très bien construit, c'est pure classe A, c'est très joli, c'est très, très transparent. Ça l'est pas vraiment, mais les gens... En tout cas, la compression en soi, elle est pas... on va pas le prendre comme un compresseur de bus qu'on aime bien, comme un API ou un SSL ou je sais pas quoi. Par contre, c'est pareil, je m'étais perdu sur Gearslutz un soir aussi, j'aime bien... perdre mon temps sur internet comme ça le soir quand j'arrive pas à dormir. Et en fait, je suis tombé par hasard sur un article d'un gars qui disait les gars, il y a un trick avec cette machine. En fait, plein de gens l'activent pas vraiment, mais par contre, il y a une manière de s'en servir qui fait vraiment une modif au son. Ça m'a un peu intrigué. En gros, je fais pas de suspense, vous pouvez le trouver vous-même, mais l'idée c'est de mettre le gain à fond. C'est pas non plus un mystère absolu, mais il se trouve que ça fait un truc. Donc par contre, il y a plus d'IdB, donc c'est un peu hardcore. Faut le compenser un peu derrière. Donc soit on rentre pas trop fort dedans, soit on peut derrière. Moi, comme sur l'API, j'ai des tirettes pour baisser un peu le niveau d'entrée du convertisseur. Donc il faut pouvoir compenser ça, parce que sinon on peut pas vraiment faire. On peut pas faire de bypass là-dessus pour voir ce que ça fait ou pas, parce que ça rajoute 10 dB. Mais par contre, ça fait un truc cool dans le son. Alors, au niveau de la compression, en général, quand je le compresse avec, c'est tout léger. Parce que j'aime bien la compression optique. Mais du coup, ce truc de gain fait que dans la boucle de feedback, il y a un truc qui se crée en termes d'harmonique et qui fait c'est en gros dans le bas médium, ça fait une espèce de truc un peu patate que j'aime bien avec cette machine. Et qu'est-ce que c'est ce bel EQ tout coloré en dessous du API ? Celui-là ? Ouais. Alors ça c'est une machine d'un de mes collègues, Oscar. C'est des tranches Nive. Alors donc là la ref c'est 33-135. Alors ce qui est cool avec celle-ci, entre autres, c'est que c'est des vrais transfos marinaires à l'intérieur. C'est quoi des transfos marinaires ? C'est les transfos un peu mythiques que Nive utilisait à la belle époque, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le transfo dans les tranches Nive que les gens s'arrachent un peu aujourd'hui parce que c'est plus fabriqué. Et c'est ce transfo entre autres qui est réputé pour donner un peu ce son un peu Nive, quoi. Ok. Après l'EQ, personnellement, je m'en sers pas. C'est pas cranté, sauf les choix de fréquence, mais après, évidemment, c'est des vieilles bécanes, donc c'est pas du tout aligné gauche-droite. Très peu, en tout cas, c'est pas assez. Voilà, moi j'ai plus la patience aujourd'hui de faire une EQ avec ça sur un bus ou sur mon master et me prendre la tête à avoir des belles photos et regarder sur l'arbre de Noël Flux si le truc est bien aligné gauche. Non, c'est plus mon délire ça. Donc par contre, je m'en sers pour le son qu'à fond. Ouais. Je suis un peu comme ça pour toutes les machines. Moi. Tu passes dedans. Je passe dedans, je vois si j'aime pas. J'aime bien ce côté un peu tone box, quoi. Enfin, voir un peu la couleur que ramène la machine et puis je compare. Donc en gros, je vais commencer à construire ma balance. Une fois que j'ai un truc qui tient un peu la route, soit je commence dans la boîte, soit je commence direct en analogique, ou je reste dans la boîte si je décide à la fin et je fais juste sur mon master. Ça dépend. Mais une fois que j'ai un truc qui tient un peu la route, je vais commencer à brancher des choses. Donc là, je vais brancher ça sur la drum ou sur le mix entier, puis je vais écouter.
J'aime bien faire des prints parce que faire un bypass avec ça, c'est pas possible. Donc je prends un bout de refrain, un passage un peu pertinent du morceau, et puis j'écoute, je compare avec ce que j'avais avant. Je me prends un peu la tête là-dessus, mais j'aime bien parce que ça me permet d'être sûr de ce que je fais en termes de choix. Et puis je fais ça avec tout. Si j'aime bien, je le garde. Puis après, je me dis, tiens, est-ce que je rajouterais pas ça derrière pour voir? Puis ok, non. Ou alors j'inverse le sens. Des fois, ça change le truc. Par exemple, celle-ci, clairement, elle est hyper dépendante en termes de niveau. Si je la mets typiquement après lui qui rajoute 10 dB, et si je rentre après là-dedans, je vais avoir un son qui est plus ouvert que si je fais l'inverse. D'accord. Enfin, je passe un peu de temps au début quand je fais mon mix pour choisir vraiment les machines que j'aime. Des fois, j'en garde 3, 4, des fois j'en ai qu'une. Des fois, je garde juste le préamp que j'ai choisi pour le sommateur. Enfin, c'est variable. Mais bon, on a tellement de... Aujourd'hui, il y a tellement de retouches, de recall à faire, etc. Puis en plus... J'essaie de me simplifier aussi la tâche pour déjà d'une retrouver le son, même si j'ai pas de console, etc. Il peut pas m'arriver de gros accidents ici, sauf si je me suis vraiment gaufré au niveau d'un potard ou si j'ai pas noté sur le recall, sur l'appli ou je sais pas quoi, mais j'essaie de me simplifier le truc, entre guillemets, simplifier, mais quand même aller au fond des choses au niveau du son pour que je puisse vite retrouver le truc. Okay. Pour que si on me demande des retouches à faire... si j'ai 1 heure pour faire des retouches sur 3 titres parce qu'il faut vite faire partir ça au mastering, boum, j'ai l'habitude de me servir des machines de telle manière et je vais pas paniquer en me disant putain je retrouve pas le son de l'EQ ou ces choses-là parce que c'est là que ça commence à devenir l'angoisse. Ok. Est-ce que tu nous parles de la machine qu'on retrouve un peu partout, la Auto? Alors ouais. Celle-là c'est laquelle? Alors ça c'est le compresseur distorsion. Ok. C'est le Boom. C'est très rigolo comme machine, moi j'aime bien. Je m'en sers vraiment pas tout le temps parce que c'est vraiment particulier, hein, c'est pas subtil quoi. Mais en même temps, c'est très ludique. C'est-à-dire que c'est ça qui est cool avec les machines d'auto, c'est que bim, tu branches, t'essayes des trucs. Ce qui est surtout cool avec ça, c'est qu'il y a des presets pour enregistrer, j'entends. Mais par contre, on peut enregistrer les réglages. Donc, t'as une banque de presets, c'est facile. T'as un son que t'aimes bien. À une époque, je le printais. Mais je suis pas en HDX ici, donc je peux pas me permettre d'avoir des inserts hardware sans latence, etc. Enfin, avec le truc qui est bien. Donc quand c'est bien, soit j'enregistre mon preset et je suis sûr de retrouver le même son et on reste en analogique. Je le printe plus aujourd'hui parce que si c'est un truc en parallèle, c'est le bazar. M'arriver de le faire sur des drums. Tu calcules le truc, tu fais ok, il y a 80 samples, ça arrive 80 samples derrière, je recale, puis bon, ça c'est... Maintenant j'ai pris le pli, j'aime bien, je le garde, boum, j'enregistre, et puis on s'arrête là quoi. Mais c'est super, je m'en suis servi, je m'en sers en enregistrement aussi de ça, parce que c'est là il n'y a pas longtemps, là où justement j'enregistrais un projet où il y avait 2 batteurs, un groupe qui s'appelle Sarab, et en gros il voulait vraiment il voulait de la distorsion quoi, sur les batteries. Donc j'ai monté ça, c'est pratique. Du coup, j'ai juste eu à faire descendre un étage et remonter mon truc. Et puis bim, 2 overhead mono dans chacun des canaux. Et puis ça fait le son tout de suite. Et c'est ça qui est chouette. C'est que au moins tout le monde est content, tout le monde entend le truc tout de suite. Et puis c'est voilà. Ouais. C'est facile à trimballer quoi. Est-ce que tu nous parles du monitoring? Donc ça c'est le contrôleur. C'est un Dodge Audio, non pas Dodge. À ne pas confondre. Non, à ne pas confondre. Donc Dodge Audio, c'est un custom, celui-là, en gros, à l'époque où il est fabriqué, enfin cette version, le MC1. Et je l'ai fait modifier pour avoir 3 paires, en fait. Pour avoir, donc j'ai les grosses, les Prosodia qui sont là, c'est les Zephyr. Alors c'est les 1 et 2. J'ai la chance d'avoir les 1 et 2. Alors ces enceintes, je les ai découvertes quand j'ai commencé à travailler à Meudon justement. C'est comme ils ont ça là-bas, dans le studio de mix, j'ai appris à bosser dessus. Alors je veux pas tomber dans, je suis pas dans une secte Prosodia ou quoi que ce soit, mais j'aime travailler dessus, point à la ligne, j'aime ces enceintes, c'est tout. La première fois que j'ai bossé dessus, c'était simple. C'était pas parfait parce que il faut aussi. Mais en tout cas, la première fois vraiment où j'ai fait un mix dessus, je suis venu écouter ici
Et à l'époque, j'avais pas du tout ça. Enfin, même j'écoutais sur d'autres trucs. Et ça tenait la route, quoi. Donc c'était déjà bien pour une paire que je découvrais et où j'arrivais à faire des choix rapidement et dans un temps aussi imparti. Et puis, donc quelqu'un les vendait un jour, donc bim, j'ai sauté dessus. Et depuis, j'ai acheté le caisson qui est avec aussi, le Sirocco, en dessous. Donc, ça, c'est mon écoute principale, qui est du coup processée par le Trinov qui est là. Et au-dessus, le petit processeur? Alors c'est ce que j'avais avant. C'est ce que j'avais avant d'avoir le Trinov. Et là, maintenant, tu as un Trinov qui te fait aussi ta séparation sub-tête? Ouais, exactement. En fait... depuis que je fais, même quand j'étais assistant avant, les studios où j'ai bossé, il y avait toujours des correcteurs acoustiques. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai toujours du coup eu la chance de voir l'avant-après. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à être assistant, le studio de mix là où j'étais a été refait, l'acoustique était complètement nouvelle. Et on a fait venir quelqu'un pour aligner, faire la correction des enceintes, etc. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit quand même, c'est cool de pouvoir, même si c'est pas grand chose, mais de faire 3-4 points d'EQ si c'est juste ça pour... les pièces sont pas parfaites, ici c'est pas parfait, malgré tout le travail acoustique qu'on peut faire dans un endroit, il y a toujours un couplage enceinte-pièce qui fait qu'il y a des choses qui ressortent. Hein. Et très rapidement, quand j'ai commencé à travailler, je me suis acheté le Xilica pour justement corriger les enceintes que j'avais à l'époque. Et bon, c'est cool, mais c'est un métier de calibrer des systèmes. Et moi, je faisais ça un peu comme un apprenti sorcier, mais au bout d'un moment, il y a des limites, quoi. Et quand j'ai décidé d'acheter le caisson, c'est là que j'ai décidé aussi d'acheter le Trinov. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Alors, j'avais eu l'occasion d'écouter ça ailleurs, notamment à Meudon aussi où il y a ça. Alors c'est une machine qui est assez clivante, le Trinov, parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas capté que c'est... Alors le discours commercial dit que c'est une machine automatique, mais c'est ça l'erreur, c'est de penser que c'est automatique. C'est pas automatique, il faut quelqu'un qui la règle et quelqu'un qui connaît la bécane, parce que c'est hyper pointu, c'est-à-dire que c'est un ordinateur à l'intérieur. Enfin, les réglages, j'ai mis un peu les mains dedans au tout début avant de laisser la main à quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. On peut vite faire plein de bêtises. Et puis le réglage d'usine, alors il fonctionne à peu près, mais il y a des choses qu'il faut modifier selon les enceintes, selon la pièce. Ça fait pas tout seul. Et c'est le problème, c'est que du coup les gens, des fois, essayent ça sans faire appel à quelqu'un qui va venir le calibrer. Et se disent, bon, ouais, il y a un truc cool, et en même temps c'est flippant parce que j'entends des choses que j'entendais pas avant. Je me mets dans le canapé. C'est plus du tout écoutable. Moi, quand je suis sur mon fauteuil, c'est cool, mais dès que je bouge un peu, c'est l'angoisse. Enfin, tout ça, c'est normal. Donc j'ai un collègue qui est venu m'aider à l'installer aussi. Et après, j'ai la personne qui me l'a vendu, en fait, qui faisait un détour ici, qui est passé très gentiment me voir. Et qui est allé encore un peu plus loin dans les réglages pour donc Jacques Fuchs de TMS, c'est lui, en l'occurrence, avec qui j'étais en contact. Et clairement, aujourd'hui, si je devais garder qu'un truc, c'est ça. Ok. Vraiment. Enfin, je peux plus vivre sans. Parce que c'est trop agréable. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est vraiment perso. Hein. Le monitoring, c'est ultra perso, hein, de toute façon. Que ce soit les enceintes, la manière de ce qu'on veut y faire dessus. Il y en a qui... Voilà, je comprends, il y a des gens qui ont peur d'égaliser leur écoute, etc. Se disent que ça peut... Mais bon. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie et ça marche pour toi. Et ça marche pour moi. Et en tout cas, j'ai vu vraiment le gap entre mes réglages un peu artisanaux sur le Xilica et le Trinov, et il n'y a pas photo, c'est vraiment très bien. Ok. Et est-ce que tu utilises les NS10 ? Oui, j'utilise les NS10. Alors du coup, les NS10 passent par le Xilica. Il y a une mini correction dessus, c'est vraiment parce que... Cette pièce, elle a tendance à être un peu boomie, donc on a juste corrigé ça, juste un tout petit peu pour que... Alors, je travaille de moins en moins dessus, je vais peut-être passer 10% du temps dessus, ça va être checker des niveaux et puis faire des petites automations de voix, des choses comme ça, vérifier quelques bricoles, mais l'intérêt aussi d'une écoute avec laquelle on est à l'aise, quel que soit le système, quel que soit le truc, mais quand c'est bien, c'est bien. Avoir un truc en backup pour juste se rassurer, c'est très bien.
Mais maintenant, j'ai suffisamment confiance dans mon système pour bosser et plus trop me poser de questions et revenir le lendemain avec un peu de fraîcheur et corriger juste ce qu'il faut et puis voilà. Ok, très bien. Bah, merci pour l'accueil en tout cas. Merci à toi. Et à la prochaine. À bientôt.